Bonjour Alexis Corbière, Bonjour à merci tous. d'avoir accepté notre invitation. Un conseil de défense sur l'énergie a lieu à 10 heures à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Déjà beaucoup de critiques de l'opposition. C'est une mauvaise idée de mobiliser au plus haut niveau de l'État? C'est-à-dire dans ce pays, c'est normalement la première ministre qui conduit l'action du gouvernement. Où est-elle? À quoi sert-elle? Pourquoi le président de la République a besoin de réunir une On instance? l'a vu toute la semaine, Pas- Elisabeth Borne. Oui, mais pour dire quoi? Justement, quels sont les choix qu'elle veut faire? Un Enfin, plan je de veux dire, dans ce sobriété, pays, des économies d'énergie. acceptons. Oui, non, mais très bien que tout ça doit être public. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil des instances? C'est une instance autour du président de la République, dont il n'y a pas de publicité des débats, avec le chef des armées, le chef du renseignement, alors que précisément ce qu'on nous explique, c'est qu'il faut faire de la pédagogie, convaincre des gens, convaincre des acteurs économiques. Donc pour quelle raison avoir ce système un peu opaque, une fois de plus, qui acte une chose? Et le macronisme, c'est ça, c'est l'ultra-présidentiel. Il décide de tout. C'est lui en permanence qui se met en scène. C'est d'abord une opération de communication. Et donc on a aujourd'hui un personnage, pardon, pas sa personne que je vise, mais falot, secondaire, Madame la Première ministre, qui par ailleurs par moments dit des choses contredites par son ministre de l'économie Alors, on va y revenir sur dans des le grands détail. sujets. On ne comprend pas très bien d'ailleurs quelle est la stratégie. Là, je fais référence notamment au débat sur les super profits. Et on a un président de la République qui est comme ça dans une situation de pleine mobilisation médiatique autour de sa personne. Donc, Bon, vous ne moi je ne validez suis pas d'accord. Non mais parce que, Alors. attention, la tentation autoritaire guette dans ce pays. La tentation Oui, autoritaire. c'est-à-dire le fait que finalement, on est en train de banaliser le fait que le Parlement ne servirait à rien, de le répéter. L'opposition ne serait qu'une bande de bavards inutiles, et Madame la Première ministre, pardon de l'accabler, est venue dire que nous sommes même à la limite de l'arc républicain parce que nous ne sommes pas dans la co-construction Vous avec êtes en elle. dehors de l'arc républicain. D'accord? Oui. Et on a un président de la République qui est le seul personnage qui agit, du moins dans la mise en Mais scène. quand vous dites autoritaire, Oui, pardon, c'est-à-dire Alexis Corbière, que- autoritaire comme autoritarisme. C'est-à-dire que l'idée dans ce pays que c'est un homme seul qui est désigné dans une élection présidentielle, ne tenant pas compte de ce qui est sorti des élections législatives, qui décide de tout, c'est pas sain. Mais Et est-ce ça que vous êtes- fabrique l'idée qu'il faut un grand sauveur, ou une grande sauveuse d'ailleurs, pardon de le dire comme ça. Et ça, c'est la Ve République à plein, et ça m'inquiète. Ce Mais pays est-ce que est en vous mettez- crise. Vous Oui. mettez en cause le fait qu'on est aujourd'hui dans un fonctionnement démocratique de l'État, le respect du suffrage des institutions. Oui. Emmanuel Macron, il s'inscrit dans le cadre de la Ve République, ni plus ni moins. Oui, mais je suis en train de vous dire qu'il a été élu dans une élection présidentielle. Je rappelle les scores en faisant 24% au premier tour, puis au second tour, j'affirme ici qu'il a été élu d'abord dans un rejet de Madame Le Pen. Mais il qu'il a aurait été dû- élu en fonction des Oui, règles en mais vigueur. il est élu, il est président de la République. Mais ensuite, il y a une deuxième élection, l'élection législative, où pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le parti du président est minoritaire. Donc ça amène à ce que, politiquement, il faut qu'il en tire certaines conclusions. J'observe qu'en un mois, au mois de juillet de vie parlementaire, aucune des propositions de l'opposition n'a été Il a malgré entendue. tout une majorité Alors- relative, hein, Mais- et une majorité qui est quand même Qu'est-ce que plus ça veut- importante que la NUPS, par exemple. Il y avait Très bien, davantage de Adrien députés Jeannet. Renaissance. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en NUPS. train de vous dire, que pour la première fois, le parti du président n'est pas majoritaire? Bah, Michel Rocard n'avait pas de majorité absolue en 1988. Mais il y avait une majorité de gauche, d'accord, qui existait. Après, lui, il a fait le choix, non pas de s'appuyer On va sur les revenir- communistes, mais de s'appuyer sur le Alors, centre. Ça, très c'est bien. autre chose. On va revenir Non, sur ce que je veux vous l'Assemblée. dire, c'est, vous, ça peut vous choquer, mais je dis... Pas là pour être Non, choqué, non, je suis non, là mais pour vous j'entends, poser non, des mais, questions. non, mais politiquement, vous avez bien raison de souligner, c'est fort, entre guillemets, comment dire, ça a des conséquences, ce que je dis. Mais je dis que si nous habituons les Français à ce qu'en période de crise, c'est un homme seul, dans le cadre d'un conseil de défense qui prend des grandes décisions, on habitue les Français à la solution autoritaire, à la solution du personnage au-dessus des autres et qui va régler les problèmes. Et je ne suis pas d'accord. Je suis un démocrate. Je suis pour que ce soit des régimes parlementaires. Je suis pour que ce soit de la délibération collective. Je suis pour qu'il y ait publicité des débats. Je suis pour que les Français soient associés et leurs représentants. Et on va en parler sans doute, pas par des Absolument. bazars qui font Juste, croire. Voilà. Encore une fois, je vous fais m'aurez répéter, compris. pardon, mais quand vous dites autoritaire, Oui, c'est est-ce que vous autoritaire. accusez Emmanuel Macron d'autoritarisme? Ouais, de prendre des décisions souvent où il ne consulte pas, où il ne s'intéresse pas à ce que pense l'opposition. Il met en œuvre des mécanismes pour la mépriser. Il n'entend pas ce qui monte dans le pays. Il prend des décisions qui Mais sont minoritaires dans le C'est une pays. accusation très grave au regard de l'histoire. Les régimes autoritaires, ça a une portée qui est bien plus large. je veux dire. J'ai pas dit un régime autoritaire, j'ai dit que ça facilite un régime autoritaire. Mais attendez, pardon, la Ve République Est un est régime un autoritaire, de système votre point de vue. qui matrice effectivement la vie politique autour d'une personnalité qui peut prendre des décisions même contre l'avis Alors, du Parlement. avançons Je justement, vais vous parce dire, que- les institutions de la Ve République qui permettent l'usage du 49.3, c'est autoritaire. Alors, on va y revenir. Mais Voilà ce que Alexis je dis. Corbière, le président, La monarchie précisément, présidentielle. vous tend la main la semaine prochaine. Mais non. Il réunit, laissez-moi finir la question, un Conseil national de la refondation Ouais. auquel il invite les forces politiques. Ouais. Beaucoup de forces politiques, dont la France Insoumise, Oui. disent non, nous ne viendrons pas. Comment vous pouvez dire en même temps il gouverne seul et quand il vous propose de venir,
Vous faites la chaise vide. Alors, président, c'est pas quelques-unes des forces politiques, c'est toutes les forces politiques, d'accord? Donc c'est pas que le mauvais caractère Alors il y aura quand même de la France insoumise. les partis Oui, qui le soutiennent. Ah d'accord. Voilà. Le PS n'a pas officiellement entériné cette décision, mais Il a totalement rejeté l'idée qu'il participerait au Conseil alors, national. pourquoi vous n'y allez pas alors Parce qu'il que vous propose de précisément, travailler parce que je ensemble vais vous dire une chose, justement, on en vient à la même chose. En même temps qu'il y a concentration des pouvoirs sur le président de la République, il met en place des opérations de communication qui avaient été visées à contourner ce qui est sorti des urnes. Bon, donc ça, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on est parlementaire, c'est au Parlement que l'on doit discuter, y compris parfois se confronter, se frotter, si je puis dire, démocratiquement, et pas monter un bazar dans lequel on ne sait pas très bien qui va être majoritaire, minoritaire. Ce sera à la main du président. Ce qui choque beaucoup de gens, c'est qu'on ne connaît même pas la composition de cette instance. Monsieur le Président de la République veut des instances de délibération, pourquoi pas? Je vais vous apprendre une chose, en réalité je sais que vous le savez, il y a le Conseil économique et social qui existe, ça coûte chaque année 42 millions d'euros aux contribuables, et bien que Monsieur Macron aille écouter les préconisations du Conseil économique et social. Dans le Conseil économique et social, des partenaires sociaux, alors qu'il l'utilise, par exemple. Il n'y a pas de politique, les partis Et alors, politiques, ensuite, il y a autre chose, c'est un truc, peut-être que le le Président de la République a oublié, ça s'appelle l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de faire dialoguer tout le monde ensemble avec ces corbières. Mais à l'Assemblée nationale, pour dialoguer, encore faut-il que quand nous faisons des propositions, on veut bien nous écouter. Parce que non, au bout d'un moment, je vais vous dire, je ne suis pas un perdreau de l'année. Quand madame, pardon, je cite à nouveau son nom, la Première ministre, dit que... Non, mais parce que c'est un acteur politique qui a fait quelques plateaux télé en nous prenant pour cible. Aucune des propositions, aucun des amendements que nous avons proposés au mois de juillet ont été acceptés, tous rejetés. Et elle nous dit, on ne veut pas dialoguer. Mais enfin, quelle farce! Quelle farce! Est-ce que vous êtes prêt à faire dans les deux sens? Deuxièmement, pardon, je suis éclairé. Non, mais pour terminer, si vous dites le gouvernement doit accepter nos amendements, est-ce que vous êtes prêt à voter certaines des propositions du gouvernement? Au moins quelques-uns, peut-être une idée, peut-être une. Vous êtes prêt à accepter certaines propositions? Tout ce qui favorise la vie des Français, je suis pour. Tout ce qui est dans votre programme à vous. Non, pas seulement, peut-être des bonnes idées qui favorisent la vie des Français. Mais commençons. Je vais vous dire une chose, par exemple, pardon d'avoir l'esprit d'escalier. Moi, j'ai porté cet amendement, notamment augmentation du SMIC à 1 500 euros. Ils sont contre, même le Rassemblement national vote contre. Surtout pas ça. On nous dit la prime d'activité. On nous dit, alors non, on nous dit notamment faut solliciter les entreprises et susciter par la volonté qu'elles augmentent les salaires. J'observe à nouveau, décidément, Madame la Première ministre s'est rendue devant le MEDEF il y a quelques jours. Elle a fait un discours, pas un mot, pas une demande aux entreprises du fait qu'il faut augmenter les salaires. Et après, pour revenir à votre Conseil national, non pas un mot durant son discours que j'ai écouté attentivement. Pas tout à fait d'accord avec vous, mais très bien. On pourra vérifier. Si j'ai tort, je m'en excuse. Mais je crois savoir, parce que la presse l'a même relevé, qu'elle n'a pas sollicité. Elle dit aux entreprises qu'elles ont une responsabilité. Elle a effectivement une approche plus globale, mais vous avez vu la tête de Geoffroy Roux des yeux. C'était pas faire le discours d'Elisabeth Borne parce que c'est pas une interview. Oui, mais c'est intéressant. Non, mais pardon. Pourquoi j'en parle? C'est que on a des opérations de communication. On dit des choses à l'Assemblée qu'après dans la vie on ne met pas en application. On dit il faut mettre en place une instance de délibération. Dont acte. Il y a eu le grand débat pendant la crise des Gilets jaunes. Il y a eu la convention sur le climat, citoyenne sur le climat. Convention citoyenne sur le climat, 149 décisions. Le président vient et dit sans filtre, je les reprendrai toutes. Oui. Ils n'en ont traduit dans la loi que 15 propositions qui ont eu, d'ailleurs, pour l'instant, qui ne sont pas vraiment mises en application. Donc au bout d'un moment, les gens, pas seulement la France insoumise, les acteurs politiques, même économiques, sociaux, sont expérimentés de ça et n'ont pas envie d'être les gogos qui servent de décor à une opération de communication présidentielle où il dit « je vous écoute parler ». Mais à la fin, je décide tout seul. Bon, ça, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire entendre des arguments et pas pour servir de pot de fleurs sur une tribune pendant que le président de la République vient se mettre en scène. Le message c'est pas ça. Bah oui, c'est Alexis clair. Corbière, à votre place hier, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui est député, lance un appel à toutes les oppositions, dont vous, pour une motion de censure commune sur l'énergie. Il se trouve que Nicolas Dupont-Aignan, je le rappelle, avait voté votre motion de censure en juillet, déposée après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous dites banco, chiche, on repart pour une motion de censure, on se met tous ensemble? Je fais amende honorable, je ne sais pas ce que c'est une motion de censure sur l'énergie. Par contre, je sais que nous allons lancer notamment une initiative pour un référendum, initiative partagée, notamment à l'invitation, à l'idée d'Olivier Faure, pour que notamment on puisse mettre en place ce qu'on appelle une surtaxe, une taxe sur les surprofits, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Tout ce qui permet de toute manière de faire avancer vers un meilleur partage des richesses. Ce qui permet d'avancer notamment sur le fait que les Français ne soient pas les victimes, y compris comment dirais-je, de mauvaises prévisions sur des questions énergétiques qui sont fondamentales. Parce que là aussi, pardon, j'avance, mais la guerre en Ukraine a bon dos sur certains sujets. Je ne conteste pas qu'elle a des conséquences. Je ne conteste pas d'ailleurs que M. Poutine a des ambitions en fermant
la distribution de gaz. Mais là, vous allez me dire que vous êtes d'accord avec Agnès Verdier-Molinier, ultralibérale de l'IFRAP, qui dit en fait l'erreur, c'est que ça fait plusieurs années qu'on a désarmé sur le nucléaire. Alors pourquoi pas citer cette dame? Je la salue, mais enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, qui est né à sa 3e campagne présidentielle, a dit plusieurs fois qu'il fallait pas se mettre totalement dans une situation de dépendance, d'ailleurs, vis-à-vis de la Russie. Je rappelle que, contrairement au procès qui nous est fait, notamment nous avions évoqué, bien avant que M. Macron s'y rende, que nous ayons d'autres partenaires, je pense à l'Algérie, sur lequel nous avions proposé que nous vendions du blé hors spéculation, qu'on puisse avoir du gaz pour pas être seulement dans la main de M. Poutine sur la question du gaz. Nous sommes aussi favorables à ce qu'on sorte les prix de l'énergie du marché européen, parce que, sans être trop technique, aujourd'hui, le prix de l'électricité est indexé sur le gaz, et pas seulement ce que Bruno ça Le nous Maire coûte. dit la même chose que vous, il dit qu'il faut réformer le marché européen de l'électricité. Non, mais la prix. différence fondamentale avec Bruno Le Maire, au-delà de la taille et sans doute d'une intelligence supérieure à la mienne, c'est qu'il est ministre depuis 5 ans, voire même sa 6e année. Donc, je veux dire, arrêtons d'enfiler les perles, c'est ça qui m'agace. Sur le nucléaire, comme qu'est-ce qu'il a fait, Bruno Le Maire? Oui, mais alors, vous soulevez un point qui est très intéressant. Est-ce que vous reconnaissez le droit aux gouvernants, aux hommes et aux femmes politiques d'évoluer? Bien sûr. En l'occurrence, ils le reconnaissent. Ils sont partis d'un scénario sur recommandation à la base d'RTE et de prévision qui disait on va avoir besoin de moins d'énergie. Donc effectivement, on a engagé la baisse du nucléaire. Et aujourd'hui, ils disent ce scénario était mauvais et il faut se réarmer sur le nucléaire. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a annoncé la construction de 6 réacteurs nucléaires supplémentaires. Donc il vous a entendu, il a entendu ce virage, il en tient compte. Non, sauf que chaque fois, il s'agit de combattre. Qu'est-ce que c'est que... Non seulement il faut sortir du nucléaire, mais il faut développer les énergies renouvelables. Quand il y a eu cette discussion, le même Emmanuel Macron disait que nous voulions le retour à la bougie, que nous étions des Amish, etc. Alors que ce que nous disions, c'est un plan ambitieux, notamment pour sortir des énergies non carbonées, rien de significatif n'a été fait depuis maintenant. On est né à la 6e année. Mais de la même façon, sur la crise énergétique, je tiens à souligner que l'année dernière, 12 millions de Français ont eu froid pendant l'hiver. D'ores et déjà, sont confrontés à des difficultés. Il faudrait aller, ce que nous proposons, vers 700 000 logements qui sont rénovés pour éviter qu'ils soient des passoires énergétiques. Il y a, en l'occurrence, effectivement, un plan de rénovation thermique. Non, mais peut-être pas assez pardon, vite, mais il est en dessous de la main. Ça fait 5 ans. Moi, j'en ai assez de voir, oui, ils ont changé très bien. Mais en vérité, depuis 5 ans, ils ne font rien. Sur la température, Alexis Corbière, il y a quand même un appel qui est lancé. Vous avez raison, il y a la précarité énergétique et le gouvernement, d'ailleurs, le reconnaît aussi. Il y a aussi un appel à tous les Français pour cet hiver de dire attention, le chauffage, pas au-dessus de 19 degrés, vous mettrez un pull chez vous, on fera des économies. Mais ça, vous dites, le gouvernement a raison. Mais on est les premiers à dire dans les scénarios dont nous nous réclamons, je pense notamment au scénario négawatt, d'aller vers des énergies renouvelables, qu'il faut aussi de la sobriété. Ça passe par le fait que peut-être qu'on n'a pas besoin que toute la nuit, les grandes enseignes soient allumées de publicité dans les villes. On a besoin chacun. Mais la réponse... Alors là, vous allez réussir à dire du bien d'Elisabeth Borne qui propose la sobriété énergétique aux entreprises et qui leur demande de préparer un plan. Mais on peut imaginer... Non mais... Pourquoi pas? Mais là encore... vous savez, les entreprises... Vous avez du mal à dire quand vous êtes d'accord avec le gouvernement. Mais non, mais parce que c'est du flanc. Mais c'est du flanc. Parce que, je vais vous dire, les entreprises n'ont pas attendu Madame Borne pour se dire que l'énergie coûte trop cher. Elles vont faire des économies. Aucun chef d'entreprise va dire je vais gaspiller. Bien sûr qu'ils vont réduire. La question, c'est par ailleurs, il y a des entreprises extrêmement énergivores. Est-ce qu'il y a peut-être des sanctions qui sont prévues s'ils font rien, etc. C'est plus compliqué que ça. Mais moi, j'en reviens aux Français. Non, juste les entreprises d'un mot, parce que c'est important aussi. Est-ce qu'il faudra aider les entreprises qui sont en difficulté à cause des prix de l'énergie? Il y a par exemple Ascométal, la verrerie Arc, la verrerie Duralex qui déjà diminuent leur production, voire pour certaines vont arrêter certaines parties. Et qui disent, en fait, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir avec ce prix-là de l'énergie. Et le MEDEF, la CPME disent, on veut des aides, on va avoir besoin de mécanismes de chômage partiel. Cher Adrien Jeanne, quand je dis qu'il faut sortir du marché, notamment du gaz et l'électricité, ça fait qu'on peut avoir de l'électricité qui coûterait moins cher. Parce que ce ne sera pas fait pour cet hiver. Pour le coup, non, mais d'accord. Mais en fait, donc ensuite, deuxièmement... Qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises maintenant? Deuxièmement, l'idée qu'il faut des péréquations, par exemple, parce que les grands groupes qui font des surprofits puissent aider les petites entreprises, c'est notre proposition. Parce qu'il n'y a pas l'entreprise avec un E majuscule. Les groupes qui font des super profits, qui sont des profiteurs de crise et des profiteurs de guerre, qui font des bénéfices records. Le groupe Total qui fait en 6 mois 17 milliards qui va reverser de bénéfices, alors qu'il ne le faisait même pas un an auparavant, doit être sollicité davantage pour aider notamment les Français, mais pourquoi pas aider un tissu économique dont nous avons besoin. Ça, c'est notre idée. Ça n'est pas ce que fait le gouvernement, qui généralement accorde des aides ou fait des déductions, il enlève toute une série de taxes de manière indifférenciée aux grands groupes qui fait des surprofits. Et quasiment, on a des grands groupes qui payent moins d'impôts que les petites entreprises. Il aide les Français. Bruno Le Maire, hier, qui était interrogé par Routel Krief sur LCI, redisait qu'à partir de 2023, certes, il n'y aurait plus de bouclier tarifaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qu'il y aura une aide pour les plus modestes face au prix de l'énergie. Français, cet hiver, vous irez froid, mais en 2023, ça ira mieux grâce à Bruno Le Maire. Bon, voilà, moi, ce que je vois, c'est un gouvernement qui, depuis 5 ans,
n'a pas pris les bonnes décisions. Mais qui aide les Français aujourd'hui. Ah bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Les Français vont être heureux d'apprendre qu'ils sont aidés. Moi, ce que je vois, c'est qu'en raison de l'inflation, ils ont de la perte de pouvoir d'achat. Ce que je vois, je vous le répète, c'est qu'il y a 12 millions de gens qui ont eu froid l'hiver dernier et qui risquent d'être dans la même situation. Ce que je vois, c'est qu'on a encore 10 à 11 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, etc., etc. Bon, de la même façon, on pourrait, comme notre interview avance, parler de la rentrée scolaire. Là aussi, je veux dire, échec, dont la responsabilité est non seulement sur les épaules de M. Papendiaï, qui est extrêmement décevant en vérité comme personnage, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale actuel, mais c'est le bilan de 5 années de Jean-Michel Blanquer. Pardon de m'arrêter là-dessus, parce que hier, c'était la rentrée. Ouais, vraiment d'un mot, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets. Non, mais Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a menti. Il a dit aux Français qu'il y aurait un professeur dans chaque classe. Je peux vous donner des cas concrets dans ma circonscription, dans toute la France, où il manque des professeurs. Ils ne sont pas là. Peut-être pas par milliers. Il y a un effort qui a été fait, 4000 contractuels. Je ne vous dis pas que tout est parfait, en l'occurrence, je pense que c'est pas le cas. Tout est même très mauvais, d'accord. C'est pas une rentrée, c'est une sortie de l'égalité républicaine. Pourquoi en Seine-Saint-Denis, il y a plus de professeurs contractuels, d'accord. Dans les écoles, je ne veux pas citer de nom, où des gens fortunés mettent leurs enfants, il manque pas de professeurs. En Seine-Saint-Denis, on en est à 15% de contractuels dans mes établissements et il y a des absents. Du métier. Non, rien à voir avec l'attractivité du métier. Créer des postes au concours, bien payer les enseignants. D'accord, c'est peut-être ce que vous voulez dire par attractivité du métier. Il manquait des candidats au concours, en l'occurrence. Oui, mais pas assez de candidats pour. Oui, parce que c'est payé combien un enseignant? La faute à qui? J'appelle l'attractivité. Non, mais on est d'accord. Il faut rendre le métier. Mais la faute à qui? À M. Blanquer. Donc la faute à M. Macron. Il y a un chantier qui est engagé justement de revalorisation du salaire des enseignants. Il aura fallu attendre 6 ans. On va revenir au sujet que vous évoquiez à l'instant. Sur les super profits, Gabriel Attal, qui est le ministre des Comptes publics, dit le plus important, c'est que les entreprises qui font des profits permettent de faire profiter les Français. Est-ce que vous reconnaissez au gouvernement de chercher une sorte d'équilibre? Non, mais avouez que la phrase de Gabriel Attal, elle est tellement subtile que ce matin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a une ligne de crête peut-être à trouver entre entreprises et ménages. D'accord, donc là on est à la 5e année, ils l'ont trouvé. Non mais moi, écoutez, je veux dire, c'est pas honteux l'impôt. C'est beau l'impôt républicain. Les gros payent gros, les petits payent petits. Aujourd'hui, on a des grands groupes. Il ne s'agit pas de les mettre à genoux, qui font des bénéfices records. Ils peuvent quand même comprendre, parce que ce n'est pas des brutes, les gens qui dirigent ces groupes, que notre pays a besoin d'argent public pour, non pas le gaspiller, mais pour mettre en œuvre des outils qui permettent à ce que les Français ne souffrent pas. Donc voilà, le fait de dire on profite d'une période un peu exceptionnelle pour vous prendre davantage, pour aider, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de la rénovation du logement, c'est beau. Pour quelle raison on nous montre du doigt en disant que nous serions anti-économie ou je ne sais trop quelle sottise. On vous montre du doigt sur autre chose. Pascal Perry faisait allusion tout à l'heure, ce sont nos confrères du Point qui se sont amusés avec le site Carbon Footprint à mesurer l'empreinte écologique de Jean-Luc Mélenchon cet été, parce qu'il est allé rencontrer un certain nombre de dirigeants latino-américains. Il est allé au Mexique, au Honduras, en Colombie, et le Point affirme que le bilan carbone est de 3 tonnes de CO2. Il vous interroge et il dit, est-ce qu'on peut à la fois défendre la bifurcation écologique et prendre l'avion dans de telles proportions? Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, un mot. Le Point est un journal voyou qui m'a attaqué il y a quelques mois. J'ai toujours pas eu d'explication de la part du rédacteur en chef, en faisant un article totalement faux sur moi et Madame Raquel Garrido, en se déshonorant. Cette rédaction est une rédaction, je parle notamment de ceux qui la dirigent, qui n'est pas sérieuse et qui déshonore l'ensemble de la presse. Donc Le Point, si vous voulez... comment dirais-je, je ne veux pas avoir des mots grossiers, c'est un journal ridicule qui se spécialise depuis des mois et des mois dans les attaques contre la France insoumise. D'accord? Donc je ne les prends pas au sérieux et j'invite les Français à ne pas acheter ce journal, à ne pas le citer, et je vous invite, vous qui êtes une rédaction sérieuse, à vous méfier des articles du Point qui ne sont pas rigoureux à tel point qu'ils ont retiré. Donc vous voyez, ça ne m'impressionne pas ce que raconte le Point. Deuxièmement, quand M. Mélenchon va rencontrer le futur président de la Colombie, c'est une activité politique, il ne va pas y aller à la nage, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous proposez? D'accord? Il prend l'avion dans lequel il y a plusieurs personnes. Donc tout ça est ridicule, participe, je le répète, c'est une officine, Le Point, c'est plus un journal. Je sais qu'il y a des journalistes rigoureux qui participent à ça, mais je leur dis, bon sang, réagissez, arrêtez de faire de ce journal une espèce de feuille polémique en permanence sur ce que fait la France insoumise avec des mots ridicules sans rien travailler. Donc je répète, à tel point que, normalement, on m'a dit qu'il allait y avoir des sanctions, que ceux qui décidaient de la publication des journaux... Non mais c'est important, parce qu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Est-ce qu'on a le droit, Alexis Corbière, d'interroger, voire parfois de critiquer la France insoumise et les pratiques? On a le droit. Mais pas sur ce sujet-là, c'est absurde. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a le droit de prendre un avion où il y a 400 personnes dedans pour aller rencontrer le président de la Colombie qui met en œuvre des politiques qui nous intéressent? D'accord? Donc, quand tout à l'heure Virginie Leguet réagissait sur l'opération de communication de M. Macron, elle a raison de souligner que ce n'est pas la même chose de faire du jet ski et du loisir, ou alors peut-être qu'est-ce qu'il propose Le Point, que Mélenchon ait un jet ski en Colombie? Ça a été relevé aussi et questionné le fait que le président fasse du jet ski. Non mais bon, vous voyez ce que je veux dire, il y a une chose qui est du travail, de la politique, qui va rencontrer un président dans un avion qui n'est pas un jet privé.
Et par ailleurs, il faudra peut-être réfléchir. Évidemment, nous sommes favorables à la sobriété, mais c'est un outil de travail. Il y en a une autre qui est la mise en scène, une opération de communication du président. On en a parlé longuement. Qui utilise un loisir qui pollue. Voilà. Une question sur vous. Vous-même, vous avez participé ces derniers jours à la réflexion sur comment la France insoumise peut évoluer, doit évoluer. Une autre députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, il y a quelques jours, disait qu'il faut du pluralisme, de l'ancrage territorial, c'est trop gazeux. Vous dites qu'il faut continuer à grandir, mais sans affaiblir, sans détruire ce qu'on a bâti. Bon, clairement, il faut faire quoi? Qu'est-ce qui va changer à la France insoumise? Qu'est-ce qui doit changer? Déjà, là, il y a des journées parlementaires qui ont lieu. Permettez qu'on est passé par des phases de croissance. On fait le point, plutôt positif. On a 75 députés, la plus belle progression de toutes les formations politiques qui sont récemment apparues. C'est plutôt bien. Donc déjà, ne passons pas notre temps à nous auto-critiquer. Mais il y a effectivement, dans une phase de croissance dans laquelle nous sommes, des nouvelles décisions à prendre, organiser sans doute mieux les lieux de délibération, sans aucun doute. Nous sommes une belle machine électorale en période de campagne présidentielle. Mais là, on va traverser une période où il n'y aura pas d'ailleurs d'élections, il y aura des années d'action politique et il faut se développer. Nous avons, sans être trop technique, donc groupe d'action qu'il faut aider davantage, sans aucun doute, d'un point de vue financier, d'un point de vue politique. Il faut que les 75 députés soient au service du mouvement. Et il faut que Jean-Luc Mélenchon fasse quoi? Il était face à Anne-Claire Coudray au 13h de TF1 la semaine dernière. Quand elle lui demande à quel titre il parle, il dit en quelques secondes qu'il est philosophe, qu'il est en retrait, pas en retraite, qu'il est... Il est quoi, en fait? C'est tout ça. Il cumule, en quelque sorte, les mandats intellectuels. Non, mais la discussion, c'est pas celle-là. Déjà, ça, c'est lui. C'est important. Non, là, on est dans 5 ans. Non, mais vous voyez... Vous le souhaitez? Quand je disais tout à l'heure qu'il faut sortir de... Non, j'ai pas dit non. Enfin, lui-même, d'ailleurs, on a dit qu'il n'était pas favorable ou qu'il ne voyait pas les choses comme ça. Quand je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas le caractère autoritaire de la Ve République, je ne suis pas pour que ce soit où est Jean-Luc Mélenchon, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Mais il a apporté énormément. Il va continuer à apporter énormément d'un point de vue intellectuel, écrire, faire des conférences. Il faudra un chef et une organisation quand même, non? Ou ça restera gazeux, comme dit. Pardon, je ne veux pas. Non, mais attendez. Pour quelle raison, en permanence, j'ai ce genre de sujet? Je vous ai dit qu'il allait y avoir des organisations nouvelles. Non, mais au sein, par exemple, du mouvement d'Emmanuel Macron. Non, n'est pas tout Emmanuel Macron. Non, mais quand vous interrogez quelqu'un qui est proche d'Emmanuel Macron, vous ne passez pas votre temps à dire que le mouvement n'est pas démocratique, que c'est Emmanuel Macron qui décide de tout. On leur pose beaucoup de questions, rassurez-vous. Non, jamais celle-là, jamais celle-là. Donc, oui, effectivement, il va y avoir des modifications de fonctionnement interne. Et oui, effectivement, nous nous préparons à ce que les prochaines échéances soient préparées pour arriver à quel résultat? Faire mieux. Donc je souhaite qu'en 2027, nous l'emportions. Et il y aura un candidat, peut-être pourquoi pas une candidate, qui émergera de notre mouvement, et pas Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alexis Corbière. On va s'arrêter parce que ça va y passer la journée. Il y a Elisabeth Marcus. Je suis trop bavard, il ne faut pas m'inviter. Qui sera là pour le temps de l'info, mais d'abord, c'est votre météo, Ange.